Mon intervention s'intitule Les droits de l'homme, enjeu des élections présidentielles et législatives. Ce qui me frappe, c'est que c'est un enjeu caché. J'ai écouté les débats des campagnes des primaires de droite et de gauche, et puis la campagne présidentielle actuelle, et je constate que ces campagnes font une part bien maigre aux droits de l'homme. Pourquoi ? Certes, il y a évidemment des priorités qui semblent évidentes. La lutte contre le chômage, contre la pauvreté, la nécessité de la croissance, le problème de la dette, la sécurité sur fond de terrorisme. Mais je crois que le fond du problème est ailleurs. Et je crois on n'y a peut-être pas suffisamment insisté jusqu'à présent, une sorte de tropisme de l'extrême droite. Un tropisme qui entraîne la contagion. Trop de candidats ont tendance à se rapprocher des idées que véhicule le Front National et qui sont évidemment hostiles aux droits de l'homme. Certains autres candidats cherchent à s'aligner sur cette idéologie. Par exemple, pour la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme, des gens aussi différents que Fillon, Sarkozy et même Juppé ont parlé à un moment ou à un autre récemment de dénoncer la Convention et de quitter la Cour. Pierre Lellouche, qui certes a à un moment dit qu'il fallait que Fillon abandonne et qu'il y ait un report de l'élection présidentielle, mais Pierre Lellouche, qui est quand même un homme politique des Républicains, a dénoncé le gouvernement des juges, déposé une proposition de résolution à l'Assemblée nationale pour réviser la composition et la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme et a écrit récemment un article contre la Cour européenne des droits de l'homme dans la revue Commentaires. Quant au Front National, il avait trouvé par la bouche de Marion Maréchal Le Pen, à la tribune de l'Assemblée nationale, la résolution de Pierre Lellouche trop timide, pas assez hostile à la Cour européenne des droits de l'homme, mais évidemment, elle l'avait votée. Par ailleurs, toute l'Europe est en proie à une fièvre anti-Europe et anti-droits de l'homme, et je ne répéterai pas ce que vient de dire très justement Ulrich Bonner. Mais je dirais que la France, et pas seulement Marine Le Pen, mais évidemment beaucoup Marine Le Pen, a une très grande timidité pour condamner les États liberticides. Je n'en dis pas plus actuellement. Alors, trois séries de remarques brèves. Quelles sont les menaces actuelles et potentielles aux droits de l'homme, dont on parle trop peu ? Quel est le risque idéologique et politique de l'élection présidentielle et bien entendu de la victoire éventuelle du diable de Marine Le Pen ? Et enfin, quel est l'enjeu après l'élection présidentielle proprement dite ? Les menaces, ça a été très bien montré par Patrick Wexman, c'est le fait que, à cause du terrible fléau du terrorisme, qui est lui-même une violation grave des droits de l'homme, et à cause des pièges des terroristes qui cherchent à pervertir la démocratie dans sa défense contre le terrorisme, il y a actuellement une réaction qui est évidemment indispensable dans son principe, mais quelque peu disproportionnée à ce terrible fléau. Il y a une obligation de l'État de protéger ses populations contre les attentats terroristes, mais il ne faut jamais oublier qu'on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. En d'autres termes, sacrifier trop la liberté à la sécurité. À part la Turquie, la France est le pays qui y recourt depuis le plus longtemps à l'état d'urgence. Ça va faire 18 mois en juillet 2017, avec des effets dangereux sur les assignations à résidence, sur les rétentions administratives, sur la diminution des contrôles judiciaires. Autre exemple, la loi sur le renseignement de juillet 2015 est une loi qui est potentiellement dangereuse. Elle porte des atteintes assez graves à la vie privée. Le régime d'écoute est, pour reprendre l'expression de Patrick Wexman, à ne pas mettre dans de mauvaises mains. Et le Conseil constitutionnel, il faut bien reconnaître qu'il n'est pas tellement plus radical en 2016 ou 2017 qu'il ne l'était en 1961 avec l'article 16. Il a faiblement atténué la loi sur le renseignement. Et puis, il y a d'autres menaces actuelles qui risquent d'être aggravées si la candidate du Front National, par malheur, venait à être élue. Je pense au régime du droit d'asile, qui est déjà actuellement et faiblement protecteur pour certaines catégories, par exemple pour les enfants non accompagnés. L'état des prisons, Brigitte Costa en a parlé, mais quelle est la politique pénitentiaire actuelle de la France ? Toujours plus de construction, toujours moins de mesures favorisant l'insertion ou la réinsertion des détenus, ou trouvant des alternatives à la prison, ou moins répressives.
Tout cela avec une efficacité faible, un accroissement de la promiscuité, donc des risques de récidive, et la surpopulation carcérale qui est d'environ 17%, ce qui est énorme, c'est-à-dire que pour 100 places, il y a 117 détenus. Elle est évidemment dangereuse pour les détenus et pour le personnel pénitentiaire. Et il y a également, je n'insiste pas, faute de temps, trop de prévenus par rapport aux détenus, un quart environ. Donc la détention préventive, la détention provisoire est tout à fait excessive. Est-ce qu'on croit sérieusement que cette situation s'améliorerait si le Front National gagnait? Évidemment non. Et de même, encore une menace, l'immigration légale. Tout à l'heure, on a dit que Marine Le Pen voudrait la limiter à 10 000 personnes par an. Je signale qu'à l'heure actuelle, 220 000 titres de séjour ont été décernés en 2016, donc 80 000 étudiants, mais ça ne représente que 0,3% de la population française. Ce n'est donc pas un raz-de-marée. Et en outre, cette immigration légale est essentiellement familiale. Or, on nous dit que c'est trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Stopper le regroupement familial? Tout ça est effrayant. Les risques idéologiques et politiques, maintenant. On a déjà dit, je crois que Sandrine Breuninger l'a rappelé au début, que les droits des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes sont pris par la majorité des candidats de façon assez raisonnable, avec la favorisation de politiques comme celle des crèches et la réduction des inégalités salariales. Mais la candidate du Front National estime que la priorité est la lutte contre l'islamisme, parce que l'islamisme est hostile aux femmes. Ça n'est pas faux, mais c'est évidemment démagogique et paradoxal. Je signale que si le Front National ne met pas en cause l'IVG, enfin au moins officiellement, c'est un peu comme la peine de mort, le Front National, toujours d'ailleurs par la voix de Marion Maréchal Le Pen, a lutté contre le délit d'entrave à l'IVG et a voté contre la loi du 16 février 2017. Mais les Républicains aussi, donc de nouveau tropisme et contagion. Comme quoi, tous les candidats en ont ne se valent pas forcément. Autre risque idéologique et politique, l'égalité en général. Prenons l'exemple récurrent, hélas, dans un pays comme la France, et qui renvoie au racisme ordinaire, du délit de faciès. La Cour de cassation, courageusement, en novembre 2016, a donné satisfaction à des victimes de contrôles policiers qui étaient manifestement basés sur leur apparence physique ou ethnique. Le Conseil constitutionnel, en janvier 2017, plus timidement, a fait des réserves d'interprétation dans une décision pour réduire la portée du délit de faciès. Et selon le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui n'est pas un gauchiste, il est 20 fois plus probable d'être interpellé si on a l'apparence d'être un noir ou un arabe. Et vous savez qu'il est question de, ça avait été promis et ça n'a pas été fait, d'exiger un récépissé d'un policier lorsqu'il procède à un contrôle. Est-ce qu'on peut sérieusement penser que si Marine Le Pen est élue, le délit de faciès va, comme par enchantement, disparaître? Autre discrimination, je n'insiste pas, mais ça m'a profondément scandalisé, sur les déclarations de la candidate du FN sur la rafle du Veldiv. C'est une intervention scandaleuse. Il faut se souvenir que ce sont des centaines, pour ne pas dire des milliers, de policiers et de gendarmes français, plus 300 miliciens de Doriot, qui ont procédé à la rafle du Veldiv le 17 juillet 1942. Résultat, 13 000 juifs, entre 2 et 60 ans, arrêtés puis déportés. Selon les archives de la police, seuls 100 survivants, dont aucun enfant. Certes, sur ordre des Allemands, mais est-ce que ça suffit à exonérer la responsabilité de l'État français? C'est une manifeste régression par rapport au discours courageux de Chirac en juillet 1995. Et pourquoi rouvrir la polémique si ce n'est pour blesser la population juive? Lutte contre l'immigration, je n'en parle pas, j'en ai déjà parlé, mais il y a une mesure qui est tout à fait symbolique et scandaleuse aussi, qui est préconisée par le Front National, le refus du droit à l'éducation pour les enfants étrangers. C'est pourtant là un droit de l'homme essentiel. C'est vraiment scandaleux. Alors je termine un troisième et dernier point, et ça a été dit par plusieurs, l'enjeu des élections n'est pas seulement l'enjeu de la présidentielle. Évidemment, la priorité absolue, c'est de faire barrage au Front National et barrage à l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen.
Ce serait un désastre pour les droits de l'homme en France et en Europe. Et ce serait presque autant, à mon avis, si M. Fillon était élu. Mais la bataille ne sera pas terminée pour autant. Pour la première fois, probablement depuis 1962 ou depuis les débuts de la Ve République, il n'est pas certain que le président de la République aura une majorité pour gouverner, malgré le fait qu'en France, il n'y ait pas la représentation proportionnelle, mais le scrutin majoritaire. La bataille des législatives ne sera pas une formalité comme elle l'a été en 2007 ou en 2012. Elle sera peut-être décisive. Et il y aura peut-être, certains disent même que c'est probable, un gouvernement de coalition comme en Allemagne. Il faudra donc porter les droits de l'homme comme enjeu des législatives, en faire non plus un enjeu caché, mais un enjeu véritablement ouvert, beaucoup plus clairement que ça n'a été fait pour la campagne présidentielle. Donc, je dirais ce que disaient les gauchistes en mai 1968, l'élection présidentielle, ce n'est qu'un début, continuons le combat.